Salut Julie! Bonjour Josiane! Même si je sais que nos fidèles auditeurs ont tous et toutes écouté notre épisode précédent sur le TDC, peut-être que la personne qui vient tout juste de nous découvrir ne te connaît pas encore et ne connaît pas le TDC. Alors, pourrais-tu brièvement nous dire ton qui es-tu, que fais-tu et aussi une brève description de c'est quoi le TDC, de quoi on parle, de quoi on va parler aujourd'hui? Oui, bonjour. Mon nom, c'est Julie Laville. Je suis ergothérapeute depuis maintenant presque 17 ans en centre de réadaptation physique au programme de déficience motrice 0-21 ans. Donc, j'ai une clientèle variée, mais plus dernièrement, dans la dernière année, je pourrais dire, ma clientèle se situe dans le 8-21 ans, en spécifique pour principalement le dépistage du TDC. Pour autres problématiques, mais entre autres pour le trouble développemental de la coordination. Voici le TDC. C'est le trouble du comment faire. Ah, j'adore comment tu décris ça. C'est simple, facile à retenir. Dans l'épisode précédent, on a dit que c'était un trouble qui était persistant. Alors, la question que j'aurais envie de te poser aujourd'hui, c'est persistant veut dire que ça va être présent à un niveau ou à un autre au cours de la vie. Alors, pourrais-tu décrire l'évolution? À quoi s'attendre lorsque notre enfant a un diagnostic de TDC? Peut-être qu'il l'a eu à 5 ans, à 7 ans. Comment ça évolue au cours de la vie? Effectivement, on parle d'un même trouble, mais il y a beaucoup de portraits d'enfants différents, autant qu'il existe d'individus sur la planète. Mais ce que je peux voir, puisque là, j'ai la clientèle un petit peu plus âgée, 8-21, donc je peux voir un peu le profil, c'est que souvent, les occupations d'un jeune enfant 0-7 ans, ça va être de s'habiller, de se peigner, de manger, dans ces exemples-là. Ça va être souvent des activités que l'adolescent va être capable de faire, des fois dans un délai plus long, mais qui va être quand même capable de le faire. Puis le TDC va se manifester dans d'autres activités motrices, mais plus complexes. Donc, exemple, il va y avoir des fois la calligraphie qui se complexifie aussi. Souvent, ça se manifeste à ce niveau-là. Il va y avoir éventuellement aussi dans les loisirs sportifs que ça va se manifester parce qu'il y a beaucoup d'habiletés motrices qui sont là, qui se développent en jeune âge, mais qui se complexifient avec l'âge et les sports d'équipe vont arriver. Aussi, souvent, les jeunes enfants vont intégrer des équipes sportives, mais là, il n'y a pas nécessairement de compétition. Bon, tout le monde se rassemble un peu, mais quand on arrive à l'adolescence, là, les activités motrices demandées dans une équipe sportive, il va y avoir beaucoup de performances. Fait que des fois, c'est là qu'on peut aller voir l'évolution. C'est que souvent, les jeunes vont aller vers des loisirs plus individuels, des sports plus individuels, où il n'y a pas nécessairement de compétition, mais qu'on garde la bonne habitude de vie de bouger. Donc, c'est ça. Puis, on peut voir aussi des manifestations éventuellement dans l'apprentissage de la conduite automobile, dans l'apprentissage de vivre en appartement de façon autonome, de gérer son horaire au secondaire qui est plus difficile. Donc, dans l'organisation du quotidien où on va voir des manifestations là, qui sont différentes de la jeune enfance. OK. Donc, peut-être moins d'attrait pour les sports d'équipe, comme le hockey, le soccer, plus d'attrait pour des sports individuels, comme la natation, le ski, le karaté, ou moins d'attrait pour le sport en général et des activités de loisirs plus individuelles et avec moins de mouvement. Effectivement. Comme la lecture, t'en aurais-tu d'autres? Ça va dépendre des intérêts des individus, là, vers quoi ils vont s'orienter plus tard. D'accord. Mais il faut faire attention parce que c'est souvent des jeunes qui vont avoir une tendance à la sédentarité. Donc, c'est quand même important, nous, je trouve, en tant que professionnels de la santé, de voir comment on peut favoriser d'aimer bouger.
d'aimer faire un loisir plus sportif parce que ça fait partie de la prévention du surpoids. Puis OK. c'est souvent quelque chose qu'on peut voir. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, mais on peut voir que c'est des jeunes qui ont une tendance vers la sédentarité parce qu'ils s'y retrouvent moins dans les activités sportives. J'ai lu un article scientifique récemment qui parlait du sentiment de compétence motrice qui, lui, influence le désir de s'engager dans des activités motrices. Alors, moins je me sens compétent, moins j'ai le goût de m'engager et moins j'ai le goût de m'engager, moins je continue de développer ma compétence. Mhm. Donc, de là, important de soutenir les jeunes à s'engager dans des activités dans lesquelles ils sont à l'aise, mais qui vont continuer de leur permettre de bouger. Oui, effectivement. Peut-être qu'ils sont Oui, moins compétitifs, oui, mais qui sont là pour le plaisir de bouger, de se maintenir en santé. oui, parce qu'on n'est pas obligé de faire de la compétition. Effectivement. Dans le fond, des fois, ça va être dans nos interventions OK. qu'on va pouvoir aussi le faire, dans le sens que des fois, il y a des petits projets qui sont le fun, qui voient le jour sous plus des activités sportives de groupe, mais non compétitives, puis bien encadrées, là, dans le fond, par des adultes pour que ça soit vraiment le plaisir qui soit valorisé à travers tout ça. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu sur l'écriture? Dans le dernier épisode, tu nous parlais de l'apprentissage du nom. C'est sûr que l'apprentissage de la formation des lettres, c'est un bon défi en début de scolarité, mais pourquoi, une fois qu'on connaît nos lettres, ça demeure quelque chose de difficile lorsque le jeune progresse dans sa scolarité? Ben, oui, effectivement, la calligraphie, c'est un geste moteur qui est complexe, donc qui demande quand même beaucoup de planification motrice pour apprendre et retenir les lettres, pour écrire des phrases. Et là, on a les apprentissages scolaires Hmm. aussi qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas juste le geste moteur, Ah c'est ben que oui, il y a aussi, en même temps, l'enfant doit écouter souvent l'enseignante. Donc, il y a beaucoup d'habiletés qui sont là. Donc, puis, ça demande également beaucoup de motricité fine, de coordination de motricité fine pour écrire entre deux, ben, je vais dire deux trottoirs initialement, oui, là, au début du primaire, ou entre un oui. trottoir au début du primaire, puis respecter les pointillés, puis tout ça. Fait que ça demande beaucoup de C'est coordination et vrai. de planification motrice, le geste d'écriture et la calligraphie, Hmm. dans le fond. Et plus l'élève avance dans sa scolarité, plus il doit commencer à se concentrer sur d'autres choses que son geste moteur, hein, comme l'orthographe, le contenu. Effectivement. Puis j'en ai peut-être pas assez mentionné, mais une des difficultés du jeune qui a un trouble de Oui. coordination, c'est d'automatiser les Hum. gestes. Ça, c'est difficile pour lui. Dans le fond, c'est que faire un geste puis qu'il n'a plus besoin d'y penser. OK. Comme, mettons, moi, exemple, je vais faire mes boucles de souliers, mais je peux les faire les yeux fermés, puis je sais, Oui. je connais par cœur c'est quoi les étapes. Ben, donc, le geste de calligraphie, c'est des gestes qui sont difficiles à automatiser, puis il y en a beaucoup. OK. Donc, c'est pour ça que la calligraphie va être difficile, en plus des autres compétences, puis des Ben, autres exigences d'une classe de tous les jours, là, où il y a beaucoup d'autres hum. choses. Il y a les apprentissages, il y a l'écoute de l'enseignant, il y a beaucoup de choses à planifier dans une journée scolaire. Ben, tout à fait. Donc, si j'arrive pas à automatiser mon écriture, ça veut dire que je dois rester concentrée dessus. Et si je reste concentrée sur mon écriture, ben, l'orthographe ou le contenu peut en souffrir ou vice-versa. Peut-être que je vais me concentrer juste sur pas faire de fautes et que là, la lisibilité sera plus au rendez-vous. Effectivement. Puis imaginez en fin de journée, cet enfant-là, comment Oh il non. est fatigué. Ben C'est oui. ça. Fait que tu lis dans mes pensées, Josiane. Tu as tout bien expliqué au niveau de l'écriture, qu'est-ce qui peut se passer. OK. Ben, c'est sûr qu'on veut les aider, ces jeunes-là. Donc, à partir du moment où l'enfant a un diagnostic, est-ce que ça veut dire qu'il y a besoin d'intervention? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va aider, considérant que c'est un trouble persistant? Oui, 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 vraiment, là, les interventions sont, moi, je trouve qu'elles sont très importantes. Puis un de nos
premier rôle, je pense que j'en ai parlé au premier épisode, mais ça va être vraiment d'outiller le jeune et sa famille. OK. Dans qu'est-ce que c'est un trouble développemental de la coordination, comment on fait pour prévenir certaines choses, certains éléments. Souvent, il peut y avoir de l'anxiété, ça peut être au niveau des habiletés sociales. Fait que nous, on a ce rôle-là d'expliquer qu'est-ce que c'est, de donner des ressources aussi parce que, comme je disais, on est là dans un court laps de temps C'est vrai. dans la vie de l'enfant. On peut être là dans les périodes charnières, là, quand même, on peut revenir dans les périodes charnières. Je parle par période charnière, souvent les changements de niveau scolaire, là, OK. les passages, mettons, primaires, OK. secondaires ou l'intégration à la maternelle. C'est souvent des périodes quand même qui sont assez charnières. Mais oui, effectivement. Et il peut y avoir aussi, ben, il y a toujours des interventions quand même directes auprès du jeune et aussi de sa famille. Donc, il y a outillé, mais il y a aussi, selon l'âge, selon le besoin qui est mentionné, il va y avoir des interventions là, en ergothérapie pour le jeune. Ça ressemble à quoi une intervention en ergothérapie? Est-ce que le type d'intervention, d'approche va changer en fonction de l'âge? Est-ce qu'il y a des interventions juste pour le TDC? Ben, en fait, on y va toujours selon les objectifs de la famille et de l'enfant. Fait qu'on est vraiment centré sur l'engagement, hein, OK. ben, de ce noyau-là. Mais oui, ça va changer si j'ai un enfant plus jeune, mettons qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, ou vis-à-vis, mettons, ma clientèle actuelle qui est un peu plus âgée. Ce ne sera pas le même type d'intervention et selon le besoin mentionné. On va être beaucoup dans aussi des approches de développement à 4, 5, 6 ans parce qu'on le disait dans l'épisode précédent, on est encore dans le développement. On va toujours l'être dans le Mmh. développement, mais il y a comme quand même une période plus intense de développement moteur dans le Oui, 0, tu sais, oui, 0,5, oui, 0,8 ans, là, oui. mettons. Donc, on va être dans une approche de développement. L'approche compensatoire ne sera pas très loin OK. aussi en ergo. Tu sais, mettons un enfant il y a des difficultés, mettons, au niveau de sa calligraphie, mettons, autour de, mettons, 6-7 ans. On va peut-être lui offrir une compensation. Tu sais, est-ce que c'est plus facile d'avoir un cahier qui a des lignes qui sont colorées d'une façon qui sont différentes OK. pour donner un indice visuel, pour aider à l'organisation? Est-ce qu'on va lui fournir un adaptateur au niveau de son crayon parce que OK. lui, il a vraiment mal à la main parce qu'il pèse très fort sur Oui, son crayon? oui. Donc, l'approche de compensation Compensation. va être souvent là tout au cours de nos interventions, OK. mais va pas nécessairement être la même selon l'âge de l'enfant et selon le besoin. Tandis que quand les enfants sont un peu plus vieux, on va y aller beaucoup dans des approches plus cognitives pour aider Mmh. à la planification. On a dit que le trouble développemental de la coordination, ça se passait au niveau du cerveau. Bien, on va aider le cerveau à être mieux planifié, dans le fond, à planifier plus ses actions motrices, selon encore les intérêts là, de l'enfant et aussi de la famille. Mais Mais l'enfant, moi, je le veux vraiment engagé et motivé. Fait que des fois, c'est difficile pour les familles, là, tu sais, mais on voit comment on est capable de concilier les deux, là. mais là, il faut que tu nous expliques, ça veut dire quoi, ça, une approche cognitive? Oui, C'est mais c'est une approche de réflexion et d'organisation. Quand on parlait que c'est une approche, que c'était des difficultés, soit d'idéation, de planification motrice, d'exécution, bien, dans le fond, l'approche cognitive va aider à l'idéation, à aussi la planification motrice, l'organisation, pour que l'enfant, on voit au niveau de l'exécution que ça soit plus facile, qu'il soit capable dans son occupation d'être capable de la réaliser. mais là, moi, j'aimerais savoir des exemples concrets. Peux-tu prendre un exemple de Oui. situation de handicap et m'expliquer si on prend une approche plus développementale, plus physique, ça ressemble à quoi l'intervention? Puis si on prend une approche plus cognitive, ça peut ressembler à quoi l'intervention? OK. Mais mettons, si je prends une approche qui est plus développementale, mettons, plus en bas âge, là, mettons Oui. autour de 5-6 ans, mais mettons l'apprentissage du bricolage, ben, ça va être comme une approche un peu plus traditionnelle. Comme si, tu sais, mettons qu'il y a un enfant qui a un retard de développement ou qui a un TDC, ben, on va aller quand même développer ses habiletés, mettons, au découpage, au coloriage, au bricolage. Euh, Puis, on va adapter un petit peu ou l'outil, dans le fond, où ce qu'il est rendu dans son développement. Euh, Est-ce que ça pourrait, par exemple, inclure
des activités de développement de sa posture pour qu'il soit à l'aise sur la chaise, des activités de motricité fine pour qu'il coordonne ses deux mains, Exact. puis des activités, par exemple, de bricolage Oui, adaptées à son niveau, où il est rendu, peut-être avec exactement. un petit support visuel pour l'aider à progresser dans les étapes de Mhm. la tâche. Oui, oui. Dans l'organisation, Oui, c'est que tu vas un peu dans l'approche un peu compensatoire, hein, en ayant des oui, pictogrammes pour aider à s'organiser. Oui, effectivement. Ça peut être aussi d'aller un peu plus dissocier ses doigts, hein, oui, qui réalise oui. des gestes moteurs plus fins, qu'on habitue sa main à ce qu'il soit plus habile quand il est tout petit. Euh, oui, ça peut être à ce niveau-là là, qu'on va développer les habiletés motrices. Puis déjà à cet âge-là, moi, je vais un peu l'inviter à réfléchir. Mettons, quand je sais que c'est Oui, une hypothèse de TDC, puis des oui. fois, les autres clientèles, je vais lui poser la question, ben, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire dans la prochaine étape? Tu sais, fait que je vais l'inviter, même s'il a son support OK. visuel de pictogramme, à ce qu'il prenne le temps de penser à sa prochaine étape. Mais quand ils sont plus vieux, ils sont rendus plus loin euh, dans leur organisation. Tu sais, ils ont développé souvent les habiletés de base où il y en a certaines à consolider. Mais on va vraiment y aller dans des approches plus d'organisation là, au niveau du cerveau. Comme par exemple, je ne sais pas moi, si ça arrive, là, mais mettons un enfant voudrait apprendre à faire de la corde à danser. C'est une activité quand même complexe. On s'entend d'organisation motrice complexe. Oui. Ben moi, je vais utiliser souvent l'approche coop qu'on appelle, qui est une approche que l'enfant il doit déterminer c'est quoi son but, c'est quoi ses étapes, il doit le faire, puis on doit regarder au niveau de la rétroaction, c'est quoi ses stratégies, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, puis moi, je l'accompagne là-dedans, dans le sens que je vais l'aider en lui faisant découvrir, oups, quelle étape qui est la plus difficile à réaliser, puis on va essayer de mettre en place des trucs pour faire en sorte que cette étape-là soit réussie. Donc, c'est comme ça que Mm. ça se passe. Ça ne veut pas dire que c'est toujours un succès, puis il Oui. faut vraiment décortiquer. Il faut trouver le bon défi pour l'enfant. Il ne faut pas que ce soit un trop grand défi. Donc, c'est ça. Fait que l'ERGO va être là dans l'analyse de la situation, puis dans décortiquer là, cette activité complexe-là, qui nous paraît si simple. Hein. Mais c'est quand même complexe parce que si on nous dit qu'on a un TDC et que là, on veut apprendre la corde à danser, mais on danse pas, il faut sauter. Exactement. On pense pas à ces petites choses-là. Mhm, exactement. Oui. Hmm. Et l'alimentation, c'est souvent un domaine qui implique beaucoup au niveau de la coordination des ustensiles en vieillissant. Pourrais-tu nous donner, encore une fois, un exemple au niveau de l'approche coop pour aider un enfant, par exemple, à apprendre à couper avec une fourchette et un couteau? Effectivement, parce qu'apprendre à couper ou à beurrer avec un couteau, moi, Mhm. c'est souvent un petit drapeau orange là, qu'on nommait dans le premier épisode. C'est souvent une activité que moi, je vois Mhm. que ça peut être difficile pour les jeunes plus âgés. C'est qu'on va voir une certaine, je ne sais pas si je prends le bon terme, mais une maladresse. On va voir que la coordination pour couper n'est pas nécessairement optimale. Puis souvent, ben, ce qui arrive, c'est qu'il va avoir des dégâts. Oui, oui. Puis l'enfant, ben, va éviter de Oups! couper, puis il va Le steak est parti. exactement, puis il va utiliser ses mains, puis ça va se terminer là. C'est juste qu'on peut pas faire ça tout le temps, hein. Tu sais, mettons qu'on est au restaurant ou que, bon, on va dans de la famille, tout ça, on aimerait ça que, ben, en tout cas, c'est sûr qu'il faut que ça provienne de l'enfant, mais on aimerait ça qu'il soit capable de couper. Mais c'est une activité qui est complexe, qui nécessite quand même les deux mains, l'aspect visuel, d'avoir quand même une relativement bonne posture à la table. Donc, l'ergo va décortiquer tout ça, puis va voir à quel moment là, l'activité, est-ce que l'enfant a le bon outil? Donc, Oui, l'approche oui, oui. compensatoire, est-ce qu'on va aller chercher un couteau qui est plus facile à utiliser? Est-ce qu'il y a une préhension un petit peu plus grosse? Fait que c'est des éléments qu'on peut aller chercher pour que l'enfant soit dans un environnement optimal pour l'apprentissage de couper. Donc, on va aller recruter finalement l'intelligence de l'enfant qui, elle, n'est pas affectée pour l'aider à gérer ses mouvements.
Hein, Exact. quelque chose qui serait naturel, comme de ressentir combien de force je dois mettre sur mon couteau, ma fourchette, si c'est un steak qui est trop Exact. cuit, versus si je coupe une carotte molle. Et Oui. ça, c'est de l'ajustement moteur. Et normalement, le corps ressent combien de force effectuer, tandis que ce jeune-là pourrait se préparer mentalement, analyser est-ce qu'il Exact. faut que je mette beaucoup de force, moins de force. Donc, chaque étape est soutenue par une approche comme coop. Exactement. Chaque étape est Oui, décortiquée dans, avec OK, l'ergothérapeute. Elle va pas nécessairement le OK. dire à l'enfant dans Oui, chaque étape, mais exemple, si c'est l'enfant, ben, le couteau, il est tenu à l'envers, ben, oui, ça va peut-être être le premier OK, élément là, où on va intervenir. Fait que l'ergothérapeute va utiliser comme la découverte guidée, OK. dans le fond, pour aider l'enfant à lui-même découvrir ses propres trucs, puis voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans cette activité-là. Dans le fond. Est-ce qu'à quelque part, on souhaite transmettre à l'enfant cette capacité d'analyse-là, parce qu'il ne sera pas toujours en ergothérapie pour lui permettre de découvrir et que de lui-même, il puisse, dans le futur, apprendre à décortiquer les activités qui seront plus complexes pour lui, pour s'auto-compenser? Oui, Exactement. Ce qu'on aimerait, c'est que cette façon-là de faire, mettons, déterminer c'est quoi mon but, c'est quoi mon plan, se mettre en action, oui, puis ses stratégies, ben, c'est que ça soit généralisé dans d'autres activités oui. et dans le quotidien de l'enfant. Fait que c'est sûr que quand on a Mm, une famille qui est capable de nous soutenir dans ces apprentissages-là, cet apprentissage de ouais. cette, je pourrais dire, cette approche-là, c'est facilitant. Puis moi, je me permets aussi quand même de l'expliquer en milieu scolaire. Tu sais, des fois, ils ont des approches similaires avec d'autres termes, mais en fait, ce qu'on veut, c'est que l'enfant il soit capable de s'organiser le plus possible de façon autonome dans son quotidien. Donc, le plus d'intervenants qui soient outillés pour l'aider. Mm. Moi, c'est ce que je fais. Je transmets un peu mes connaissances à ces gens-là, aux intervenants qui sont en orbite autour de l'enfant. Oui, parce qu'un épisode de service dans le réseau public au Québec, ça peut durer combien de temps, par exemple? Ben c'est embêtant. Dans le fond, mettons l'approche coop, là, on pourrait dire c'est Oui, environ une dizaine de rencontres. Ça OK, dépend. Je pense que dans OK. certains CRDP, ils offrent d'autres types là, de. CRDP, c'est le centre, les centres de Oui, réadaptation physique. Ils peuvent offrir d'autres types de services. Il y en a qui offrent ça sous forme de groupe, qui est quand même OK. assez gagnant là, Mhm. avec les jeunes qui sont plus vieux. Tu sais, le fait de sentir que tu n'es pas tout seul, qui ont Oui, oui, un trouble oui, développemental à vraiment. coordination, que ce soit pour apprendre des nouveaux sports, que ce soit pour apprendre des nouvelles activités, que ce soit pour apprendre qu'est-ce que c'est le TDC, ça Mhm. peut être quand même gagnant. Fait que je vous dirais que c'est comme une question embêtante, mais c'est quand même un court épisode de service, mais on peut être là quand que l'enfant, comme je vous disais, a des périodes Mhm. charnières là, de transition dans sa vie. Mais c'est quand même, c'est pas toute la vie dans le OK, fond, ouais. là. Mais c'est possible de rencontrer un ergothérapeute dans le secteur privé aussi, si on sent qu'on a besoin davantage de services à différents moments. Effectivement, OK, ça peut être ça. Dans le fond, l'ergothérapeute est quand même outillé oui. pour aider les enfants, les familles, que ce soit dans le public, dans le privé, a quand même sa base de connaissances par rapport à ça. Hmm. Ouais. OK. Puis, là, on a parlé des jeunes qui ont accès à de l'intervention. Est-ce que si un jeune n'a pas accès à de l'intervention, par exemple, l'attente était trop longue ou il n'est pas au Québec, hein, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans d'autres pays ou d'autres endroits et le diagnostic finalement n'est pas accessible, c'est pas connu ou il n'y a pas de service. Est-ce que ça change de beaucoup l'évolution développementale du jeune? C'est sûr que, bon, dans le 8-21, 21 ans, on peut évaluer des enfants qui sont plus vieux. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines choses qui peuvent s'être cristallisées. Tu sais, un enfant qui est mis constamment devant un échec, souvent, ça va être au niveau affectif, tu sais, l'estime de soi, Oui. qui va être un peu plus atteinte. Ça se pourrait que des fois, qu'il soit un peu plus anxieux. Fait que c'est un peu là où ce que je vois des différences. Fait que moi, je pense que
Puis je parlais d'activité physique, Oui. de se mobiliser. Moi, je pense que c'est là, plus les interventions sont faites tôt, mieux les différents intervenants sont outillés pour aider cet enfant-là, plus son estime de soi risque Mm. d'être meilleure. Donc, mais il y a certains enfants, je sais, qui peut-être qui ne seront jamais dépistés, dans le fond. Ça pourrait arriver. C'est comme quand je disais dans le précédent épisode, des fois, ça peut être quand même difficile, là. C'est pas tout le monde qui connaît Mm. qu'il y a, Oui. que ça se peut qu'il y ait un trouble de Oui. coordination. Puis en fait, des fois, les enfants que je vois, des fois, ils ont juste des difficultés. Il y a quand même une différence entre un trouble et des difficultés. C'est Oui. que des Oui. fois, l'enfant, il peut avoir certains traits, mais pas Oui. assez de Mm. difficultés pour qu'on parle d'une hypothèse de trouble. Fait que c'est ça. Fait que c'est une clientèle que oui, c'est préférable qu'il y ait des interventions, mais que ça pourrait arriver euh, que Oui. malheureusement, il n'y ait pas Mm. d'intervention, là. Oui, puis pour prévenir le désengagement vers les activités motrices, comme on Mhm, disait tout à l'heure, hein, la tendance à la sédentarité, mhm. donc de rester confortable avec les activités dans lesquelles je suis à l'aise. De faire, oui. Oui. OK. Est-ce que tu as sous la main, sous les yeux, des exemples concrets d'adaptation, des petits trucs Oui. rapides qui peuvent aider quelqu'un dans son quotidien qui aurait un TDC, peut-être quelqu'un qui n'a pas eu accès à un professionnel et qui aurait peut-être pas pensé. Tantôt, tu nous disais pour l'écriture euh, des, euh, des ondes de couleur, Mhm, hein, que ça peut mhm. aider. As-tu d'autres idées de petits trucs qui sont souvent recommandés peut-être par les professionnels qui peuvent aider dans le ici maintenant Oui. Mais pour mettons, compenser? oui, pardon. Si, mettons, on parle au niveau de la calligraphie, ben, si on voit, mettons, que l'enfant, ben, sa feuille de travail, ben, elle bouge constamment. Puis, Oui. on lui a fait quelques rappels, mais là, le geste moteur est tellement difficile, ben, on pourrait prendre une tablette avec une pince OK. pour aller l'aider à ce que son outil de travail, son cahier de travail ou sa feuille de travail soit immobilisé. OK. Bonne idée. On Hmm? pourrait aussi, ben, éventuellement, là, mais ça, c'est avec l'accord de l'équipe école, tout Oui. ça. Moi, c'est pas rare que je vois qu'ils vont utiliser l'ordinateur portable pour la calligraphie parce que souvent, c'est des jeunes qui sont capables de bien émettre leurs idées Oui. oralement, mais les transposer avec de la calligraphie Oui. manuscrite, ça peut être difficile. Donc, Oui. ça pourrait être un outil qui, souvent, en tout cas, pas pourrait, ça arrive très souvent que c'est un outil qui va être utilisé. Ben oui. À la maison, ben, on peut offrir, mettons, des indices visuels. Mettons, on est à la table. Dans le fond, c'est qu'on va diminuer les exigences motrices. De façon générale, c'est OK. qu'on va diminuer les exigences motrices. Donc, mettons, à la table, on pourrait offrir, mettons, un apron qui est antidérapant. Hein? Bonne Ça idée. va arrêter de bouger. Ça, tu sais, bon, les accessoires vont être plus en place. Plus petit, on peut même offrir un indice visuel ou mettre l'assiette ou mettre le verre ou, c'est bon, où ce que tous les emplacements sont. Souvent, c'est Pour des éviter, par exemple, un geste de oui, maladroit, renverser. oui, une Oui. petite gaffe. Mais c'est ça. Puis, on pourrait aussi le parler un petit peu avec le couteau. Bon, on va choisir le type de couteau qu'on va utiliser avec cet enfant-là. On va, mettons, l'enfant qui va, mettons, transverser d'un contenant à l'autre, ben, Oui. on va choisir le type de contenant qu'il va avoir à prendre. On va faciliter l'appréhension de certains outils. Comme les contenants pour les lunchs. On va choisir des contenants qui sont faciles à manipuler. L'étui à crayon aussi, un étui à crayon qui est facile à manipuler. Voilà, je ne sais pas si je donne assez d'exemples, mais c'est qu'on va vraiment faciliter où ce que l'enfant, on voit qu'il y a une difficulté là, dans son activité de la vie quotidienne, là. Donc, diminuer les exigences pour le corps, pour la planification Exact. motrice. J'ai déjà vu une recommandation de mettre des élastiques, par exemple, autour d'un verre pour Mhm. augmenter un peu la Oui, friction. oui, la C'est ça, la résistance. friction? Oui, oui, C'est oui, ça, oui, pour oui, éviter oui, que ça soit plus facile à prendre. Puis à on prendre, évite puis que ça glisse. Exactement, parce que Mhm. quand on se dit que l'enfant doit être concentré sur ses gestes, bien, si je suis en repas avec des gens et que je prends mon verre et que là, tout d'un coup, ma concentration va sur ma conversation, bien, je suis
plus susceptible que le verre glisse d'oublier de gérer ma préhension. Donc, des petites stratégies comme ça augmente la rétroaction tactile dans ma main. Effectivement. Ouais. Oui. OK. Vraiment intéressant. J'en voudrais d'autres. Mais en as-tu d'autres? Bien, j'en ai quelques autres. Vas-y. On est sur ma... Mais mettons exemple à la table, c'est souvent des enfants qui vont se salir. OK, ça peut être un enfant qui peut être distrait, mais ça peut être aussi un enfant qui est maladroit pour mettre ses aliments dans sa bouche. Surtout si, bon, il ne coupe pas tout à fait ses aliments tout seul. Ben, ça peut être aussi d'avoir un petit débarbouillette mouillé, tu sais, qui est proche de la table, un petit miroir pour qu'il puisse apprendre à se regarder parce que là, à un moment donné, il va quitter la maison. Oui. Ça peut être de mettre ça, ce petit débarbouillette-là avec le petit miroir dans la boîte à lunch pour qu'il puisse se laver quand il va être à l'extérieur de la maison, quand il va manger à l'école. Aussi, pour l'hygiène, mettons, au bain, à la douche, ça va être des contenants qui sont faciles à manipuler. Souvent, le savon liquide va être un peu plus facile que le savon en barre qui va nous glisser. Oui! On peut essayer des fois différentes débarbouillettes. Un gant enfilé va peut-être être plus facile que la débarbouillette. Fait on fait des essais avec nos enfants pour voir qu'est-ce qui est le plus facile pour lui de faire. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est fatigant. Avoir un trouble de coordination. Donc, on va aller économiser l'énergie, faciliter le quotidien, puis on va adapter nos attentes et aussi nos stratégies pour lui. Et au niveau de l'habillage, pour la préparation des vêtements, pour l'enfilage des vêtements? Bien, on va choisir des vêtements qui sont faciles à enfiler. Avec plus ample, on va le pratiquer à la maison. Oui. On va aussi, des fois, avec surtout les souliers, moi, j'insisterais pas tant au niveau des lacets. Oui. J'irais avec des souliers sécuritaires. Par contre, là, si on parle d'un jeune qui va faire de l'éducation physique, il faut quand même que ça soutienne quand même bien le pied. Mais il y a différentes adaptations qui existent là, pour les souliers actuellement. Des fois, on va avoir des séquences d'habillage pour plus petits. Quand on parle qu'il y a de la difficulté à s'organiser, ben alors, des fois, on va aller illustrer certaines séquences d'habillage. On va éviter les boutons. Il y a certains enfants qui vont avoir des petits éléments sensoriels aussi. Fait qu'on va faire attention à ce qui les dérange. Que ce soit les étiquettes, les coutures, tout ça. Parce que c'est d'autant plus épuisant pour le petit système nerveux qui veut planifier. Donc, tout ce qu'on peut contrôler, ça vaut la peine. Effectivement, on va le faire pour faciliter le quotidien. Puis, on verra pas ça comme un caprice, parce que des fois, ça pourrait être dire, on voit ça comme un caprice, mais je pense que c'est de répondre aux besoins de nos enfants. Ben merci d'en avoir trouvé quelques autres. Merci. Alors, en terminant, est-ce que tu aurais des ressources à suggérer pour les parents, pour les éducateurs, éducatrices, les enseignants, les professionnels? Oui, il y a plein de belles ressources, moi, je trouve, et fiables là, dans les dernières années là, qui sont apparues, que ce soit des universités qui ont mis en place des ateliers, des dépliants, de l'information par rapport à ça. Il y a des OSBL aussi qui font du bon travail actuellement. Il y a des livres aussi qui ont été publiés, que ce soit pour les adultes, dans le sens que ce soit pour le parent ou pour l'enfant. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Puis il y en a qui ont publié aussi des choses pour les écoles. Fait que dans le fond, il y a vraiment des belles ressources là, dans les dernières années. Là. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est que tu pourrais me donner une liste de ressources que tu recommandes souvent et je pourrais les mettre dans les notes sous le podcast pour les gens. Bonne idée. OK, on fait ça. Avec plaisir. Bien, merci d'être venu me voir. C'est toujours agréable. On a de l'expérience de 2 podcasts maintenant, de discuter avec toi. On apprend beaucoup et je te réinviterai peut-être dans le futur. Ça m'a fait plaisir. C'est un réel plaisir. Puis j'espère qu'on aura pu aider quelques familles et quelques intervenantes avec cette belle discussion qu'on a eue. Bien, j'en suis convaincue. Merci, Julie. Merci à toi. Bye. Bye bye. Merci d'avoir écouté. Et si tu ne l'as pas encore, n'oublie pas d'aller chercher ton guide du développement moteur global et fin entre 0 et 8 ans. C'est gratuit. C'est sur mon site josianecaroncentre.com/.
guide. Alors, on se laisse là-dessus et on se retrouve très bientôt pour continuer à parler d'ergothérapie, de motricité dans un prochain épisode du podcast Bouger pour grandir. Bye!